Bonjour à tous. Pour ce cours, on va parler des liaisons chimiques intramoléculaires. Pour commencer, on va rapidement parler de la règle de l'octet. Donc la règle de l'octet, elle a été énoncée par un Américain du nom de Gilbert Newton Lewis. Et puis ce que Lewis vient dire, c'est que un atome, au final, va chercher à perdre ou gagner un minimum d'électrons afin d'électroniquement ressembler à un gaz rare. Donc les gaz rares, c'est la dernière colonne du tableau périodique, la colonne numéro 8, et la plupart des atomes vont essayer de gagner ou perdre des électrons de manière à avoir 8 électrons sur leur couche de valence. Lewis vient dire que la couche de valence, donc la couche électronique la plus à l'extérieur sur un atome qui contient encore des électrons, est composée elle-même de 4 orbitales. Et puis dans chacune de ces orbitales, on peut mettre un maximum de 2 électrons. Donc puisque j'ai 4 orbitales avec un maximum de 2 électrons, on peut mettre un maximum de 8 électrons. Et puis il va résumer ça avec au final ce qu'on connaît à l'heure actuelle sous le terme de règle de l'octet, donc la règle des 8 électrons. Donc la règle de l'octet, au final, on va voir que la majorité des atomes vont avoir tendance à gagner, perdre ou, en dernier cas, partager des électrons afin d'avoir 8 électrons sur leur couche de valence et ainsi ressembler au gaz rare qui est un peu le must d'un point de vue électronique sur le tableau périodique des éléments. Certains atomes, donc tous les atomes qui vont ressembler au néon, à l'argon, au krypton, au xénon ou radon, à la fin, au final, vont vouloir respecter cette règle de l'octet. On a une exception notable à la règle de l'octet, c'est la règle du duet, et on a certains atomes qui vont avoir tendance à gagner ou perdre, partager des électrons de manière à avoir 2 électrons sur la couche de valence, et ainsi ressembler au cas unique qu'on a sur cette colonne des gaz rares, qui est l'hélium, qui a un maximum de 2 électrons, puisque au final la couche électronique numéro 1 a un maximum de 2 électrons, donc elle est complète avec ces 2 électrons. Donc tous ceux qui veulent ressembler à l'hélium, à ce moment-là, ils vont respecter la règle du duet. Pour ce chapitre de cours, celui qui va généralement respecter la règle du duet est le seul atome au final où on va lui faire respecter la règle, ça va être l'hydrogène. Donc si on regarde ces 2 règles, donc le but c'est de ressembler au gaz rare qu'on a sur la colonne numéro 8, qui est ici, avec justement l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, xénon, radon, et puis l'uninoxyum qu'on connaît à l'heure actuelle sous le nom d'organesson. Donc ici, on a l'hélium qui est cette fameuse exception qu'on vient de parler. Donc tous les atomes ici qu'on a en bleu, au final, eux auront tendance à respecter la règle de l'octet. Les atomes au départ, ceux qui respectent la règle du duet, on a seulement quelques atomes, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le barium et le bore, qui vont tendance à vouloir ressembler à cet hélium, et puis ainsi de suite, puisqu'ils ressemblent à l'hélium, ils vont respecter la règle du duet. Maintenant, on a 3 grands types de liaisons intramoléculaires possibles. On va les voir. Ces liaisons intramoléculaires, elles sont présentes à l'intérieur des molécules. On va juste parler d'une molécule rapidement, histoire d'introduire un peu le sujet. Heu, Alfred Nobel, qui a conçu le prix Nobel, il est célèbre pour avoir fait une invention qui lui a rapporté énormément d'argent, et puis c'est une invention moléculaire. Donc à son époque, c'était déjà connu, mais il a développé la dynamite. Donc la dynamite, à l'intérieur de la dynamite, il y a une molécule qui est la nitroglycérine. Donc la nitroglycérine était déjà connue sous Nobel, mais Nobel, au final, va stabiliser cette nitroglycérine
en la mettant au final, dans de l'argile ou de la suure et puis, ça va rendre au final la molécule un petit peu plus stable pour le transport. Puisqu'il faut savoir que la nitroglycérine, à température et pression ambiante, c'est un liquide et c'est un liquide qui est explosif, c'est, très instable. Donc le problème, c'est que si on le déplaçait, on avait des risques au final que cette nitroglycérine, elle explose. Avec le bâton de dynamite, en mettant juste cette molécule, dans de l'argile, dans de la terre, ça lui permet au final de faire les bâtons de dynamite et ces bâtons, ben, permettent quand même un transport de la nitroglycérine qui était, pas possible sous forme liquide. Cette invention va lui rapporter énormément d'argent et puis puisqu'il va mourir, vieux garçon, il n'a pas de femme, il n'a pas de descendance, il va dire à l'État, suédois au final que toute sa fortune, il veut qu'elle soit léguée à la science et puis qu'un, heu, prix au final soit décédé par la Suède chaque année, aux meilleurs scientifiques au niveau, mondiaux dans les domaines, de la chimie, de la physique, de la médecine, sauf erreur de la littérature et puis après il y a d'autres prix Nobel qui vont être montés, comme le prix Nobel, de la paix qui vont au final apparaître un petit peu plus tard. Donc voilà, la molécule qui l'a stabilisé, la nitroglycérine, on la voit ici. Donc on voit qu'on a, 3 atomes d'azote qui sont représentés en bleu, 3 atomes de carbone qui sont au centre de la molécule en gris, 5 atomes d'hydrogène et puis 9 atomes d'oxygène. Et cette molécule est relativement instable et si j'ai besoin de fournir assez peu d'énergie d'activation pour la transformer entièrement en gaz, donc cette molécule, c'est en même temps quelque chose qui est inflammable et qui est un comburant puisqu'elle contient énormément d'atomes d'oxygène. Donc on a un combustible avec tout l'oxygène qui est à l'intérieur pour brûler ce combustible et ça donne un type de molécule, un type de danger chimique qui est les explosifs. Donc les explosifs, c'est un ensemble de combustibles et de comburants. Donc maintenant, on va s'intéresser au final à essayer de comprendre pourquoi les atomes, ils sont reliés de cette manière entre eux. Pourquoi chaque atome de carbone, si on regarde ici, il est capable de faire 4 liaisons. Pourquoi les atomes, d'azote ici, ils sont reliés à, 3 atomes d'oxygène. Donc on va aller à travers au final ces différentes liaisons entre les atomes au sein de ce chapitre. Voilà, on a 3 types de liaisons intramoléculaires. Le premier type de liaison, on a déjà parlé légèrement, 2 chapitres en arrière, c'est la liaison ionique. La liaison ionique, c'est une liaison électrostatique entre un cation chargé positivement et un anion chargé négativement. En général, on va avoir 2 atomes qui vont se rencontrer, majoritairement, ça va être un métal qui va céder des électrons et devenir un cation et puis il va céder ses électrons à un non-métal ou un ensemble de non-métaux qui vont accepter ces électrons et devenir l'anion. Donc par rapport au tableau périodique, on va pouvoir dire que en règle générale, c'est une liaison entre un métal et un non-métal. On a la liaison covalente. Cette fois, la liaison covalente, ça va être un partage d'électrons entre 2 atomes. Donc on n'a pas un qui donne complètement ses électrons et un qui les reçoit entièrement comme la liaison ionique, mais cette fois, on va avoir un partage d'électrons, donc une mise à disposition des électrons, pour, l'ensemble des 2 atomes. Ça va être une liaison qui va avoir lieu entre 2 non-métaux. Dernier type de liaison, on a la liaison métallique. Et la liaison métallique, c'est un partage d'électrons, mais sur l'entier des atomes de métal. Donc, on n'a pas juste un partage entre deux atomes, on a un partage sur l'entier des atomes métalliques. Et puis ces électrons sont capables de se déplacer partout dans la structure, ce qui explique pourquoi au final un métal est un bon conducteur électrique puisque au final les électrons sont très mobiles au sein de la structure. C'est facile de venir rajouter des électrons supplémentaires sur notre fil de métal et puis les retirer au final à un autre côté puisqu'on a au final une mobilité tridimensionnelle de ces électrons. Donc voilà les 3 grands types de liaisons. Nous, ce qui va nous intéresser sur ce chapitre, ben, ça va être les 2 premiers. Donc ça va être la liaison ionique
la liaison covalente et puis on va pas vraiment parler de cette liaison, métallique que j'ai juste énoncée ici, mais qui va pas nous intéresser, spécifiquement. Je vais aller assez vite sur la liaison ionique. Donc la liaison ionique, on a dit par exemple, si je prends un atome de métal, ici du sodium, qui est un métal qu'on peut couper au final avec un couteau suisse, qui a au final la dureté comme si on avait du beurre qu'on sortait du frigo. Et si je viens le mélanger avec un gaz verdâtre, comme le dichlore, qui est un gaz au final toxique, très toxique, qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, dans la guerre de tranchées, puis c'est un gaz qui est plus dense que l'air, donc qui remplit bien les tranchées au sol et la respiration de ce gaz dense, en réaction avec, l'eau qu'on a dans nos poumons, va créer de l'acide chlorhydrique et puis, ronger au final les soldats ennemis par, l'intérieur. Donc ça, c'est un gaz qui a été, interdit par la convention de Genève et puis on a interdit, l'usage de ces gaz de combat pour, les combats à venir après la Première Guerre mondiale, en estimant que c'était pas, digne de tuer des personnes de cette manière-là. Toutefois, si on mélange, du sodium métallique avec, du dichlore, du Cl2, on est capable de créer quelque chose que vous consommez tous dans votre aliment, qui est le sel de cuisine. Le sel de cuisine, c'est du chlorure de sodium. On a des atomes de sodium, on a des atomes de chlore, mais par contre, cette fois, on a des ions Na+ et des anions Cl- qui ont été créés. Si je le représente et puis j'équilibre ma réaction, je dois prendre 2 atomes de sodium qui vont réagir avec une molécule de dichlore qui est composée de 2 atomes de chlore pour me fournir 2 molécules de NaCl. Alors c'est pas vraiment des molécules, on a déjà parlé de ces composés ioniques, donc c'est un ensemble de, cations et d'anions en proportion de 1 pour 1. Je peux pas juste avoir un NaCl, j'ai un ensemble de NaCl. Je ne vais pas, rentrer vraiment dans le détail entre cette différence entre la molécule et le composé, ionique ici. C'est pas vraiment, le but du chapitre, mais c'est la définition est légèrement différente entre la molécule et le composé ionique. Si on regarde ce qui se passe, le sodium, lui, il a un électron de valence, il veut céder cet électron de valence pour devenir du Na+. S'il devient du Na+, à ce moment-là, il va respecter la règle de l'octet puisque en perdant un électron de valence, il va ressembler au néon qui a 10 électrons de valence. Le chlore, lui, son but, c'est de gagner un électron de valence. En gagnant un électron de valence, il va devenir du Cl-, et à ce moment-là, ressembler électroniquement à l'argon. Donc par ce transfert de l'électron du sodium en direction du chlore, c'est du win-win pour les deux, puisque chacun maintenant a l'impression de ressembler à un gaz rare. Donc ça ne vient pas un gaz rare, mais électroniquement, ils y ressemblent puisqu'ils ont la même structure électronique. Voilà, et puis l'entier, ce Na+ et Cl- vont rester crochés ensemble puisque les charges opposées s'attirent, donc ils vont rester crochés l'un avec l'autre. Si on le regarde d'une autre manière, on aurait pu dire, si on avait dessiné les structures de Lewis, le Na, il aurait un électron de valence, le Cl, il a 7 électrons de valence, donc 3 barres, 1 point, et puis on a un transfert de l'électron du Na qui va venir céder et venir donner au chlore. Résultat, mon sodium, je viens dire qu'il est Na+, la charge plus signifie qu'on a la perte d'un électron, et le Cl, il est Cl-, puisqu'il vient de gagner un électron par rapport à ces 7 électrons de base. Pour le dessin, je vais en mettre des trétillés. Les trétillés, c'est ce qui va relier sur une liaison ionique la charge plus et la charge moins. On a dit électroniquement, les deux sont contents puisque le Na+ ressemble au néon et puis le Cl- à l'argon. Donc, généralement, dans une liaison ionique, ce qui va se passer, c'est entre un métal et un non-métal. Le métal va céder des électrons au non-métal. En général, ça va être les électrons de valence.
Et puis ça va générer un cation chargé positivement et un anion chargé négativement qui sont reliés chacun d'entre eux par une liaison ionique en trétier. Donc au niveau de la notation, la liaison ionique, on doit avoir un plus d'un côté, un moins d'un autre et puis on vient relier avec des trétiers, la charge plus et la charge moins. Maintenant, si on regarde la liaison covalente. La liaison covalente, cette fois, c'est le partage d'électrons entre 2 non-métaux. Si on regarde, on a, 2 non-métaux ici, 2 structures électroniques qu'on voit apparaître en haut. Si mes 2 atomes sont très proches l'un de l'autre, à ce moment-là, ils vont vouloir se séparer l'un de l'autre et s'écarter. Donc ils vont vouloir, pour descendre en énergie, s'écarter l'un de l'autre. Et puis s'ils s'écartent trop, au final, ils vont être rattirés l'un vers l'autre de manière à descendre en énergie. Et on va voir qu'on a un minimum d'énergie. Le minimum d'énergie, c'est quand nos atomes, ils ont une certaine distance entre eux. Donc ça va être un minimum d'énergie. Et puis ce minimum d'énergie, c'est là où les atomes vont vouloir tendre pour rester à une distance fixe l'un de l'autre. Ici, pour 2 atomes, d'hydrogène, la distance, elle va être de 0,74 angstrom de distance entre nos 2 atomes, d'hydrogène. Et quand ils sont à cette distance l'un de l'autre, on a une superposition au final d'une partie, des 2 distributions électroniques des 2 atomes. Et puis cette distance entre les 2 noyaux vaut ici, 0,74 angstrom, ce qui permet de définir un rayon, covalent par rapport à l'atome, qui est, inférieur au rayon atomique de l'atome, puisqu'on a cette fameuse superposition des 2 atomes qu'on a au centre. Maintenant, si on regarde la structure, électronique, on peut au final développer la structure de Lewis. Donc Lewis, en plus de sa notation de Lewis, il a développé une structure de manière à représenter toutes les molécules, covalentes avec les liaisons covalentes. Pour ça, si je prends un exemple avec la molécule d'eau, il représenterait la molécule d'eau de la façon suivante. On va voir, juste après, je vais juste le dessiner ici sur le côté, mais au final, il aurait dessiné qu'on a 2 atomes d'hydrogène avec chacun un point, et puis on a un atome d'oxygène avec 2 barres, 2 points, puisqu'il a 6 électrons de valence. Donc si j'ai noté les électrons de valence, l'oxygène, il a 6 électrons de valence, l'hydrogène, il a un électron de valence, l'autre hydrogène, un électron de valence, et il vient mettre au final en commun les électrons. Sur sa structure, donc la structure au final ici de Lewis de l'eau, on peut voir qu'on a des paires d'électrons. Les paires d'électrons sont représentées par des barres. On a 2 types de paires. On a les paires liantes qui vont relier 2 atomes entre eux, enfin entre elles, et on a les paires non liantes, c'est des électrons qui sont des paires d'électrons qui sont gardés par un des atomes, comme ici pour l'oxygène. De manière générale, on va voir qu'on a 3 grands types de liaisons covalentes et puis on va voir qu'on a un dernier sous-type qui permet de corriger, les structures de Lewis quand elles sont fausses d'un point de vue, règle de l'octet. Le premier type de liaison, je pourrais le représenter en venant relier 2 atomes d'hydrogène entre eux. Si je relie 2 atomes d'hydrogène entre eux, à ce moment-là, j'ai une liaison covalente simple. C'est une seule paire liante qui est présente entre les 2 atomes d'hydrogène et cette paire liante simple est composée de 2 électrons. Maintenant, on a un partage de 2 électrons, donc entre mes 2 atomes d'hydrogène, on a 2 électrons qui sont mis en commun.
Le premier atome d'hydrogène, celui-là voit 2 électrons, le deuxième voit 2 électrons, donc chacun au final est content puisqu'il respecte la règle du duet, qui est le fait d'avoir 2 électrons de valence. Si je mets 2 atomes d'oxygène ensemble, donc l'atome d'oxygène a 6 électrons de valence, 2 barres, 2 points, cette fois, entre eux, ils vont relier avec une liaison covalente double qui est composée de 2 paires liantes et d'un ensemble de 4 électrons. Cette fois, le partage est de 4 électrons au centre, partagés. Chacun possède 2 paires non liantes, donc possède 2 fois 2 électrons. Donc en tout, ils voient 4 électrons qui sont mis en commun au milieu et les électrons qu'ils ont de manière personnelle, et puis ils arrivent à un tout de 8 électrons et puis respectent ainsi la règle de l'octet. Dernier type de liaison, ici, si j'avais 2 atomes d'azote, cette fois, on a une liaison covalente triple. On a 3 paires liantes entre les atomes et puis on a 6 électrons partagés. De nouveau, on respecte la règle de l'octet. Pourquoi on respecte la règle de l'octet? On a 6 électrons qui sont mis en commun et chaque atome d'azote a 2 électrons avec une paire liante de son côté. Attention, pour le dessin de cette structure, on vient mettre vraiment les 6 électrons au centre. Ce qu'on ne vient pas dessiner, ça va être de garder les électrons comme on aurait pu dessiner la structure de Lewis. Ici, on a vraiment 6 électrons qui sont partagés et puis ce qu'on va venir ne pas dessiner, c'est au final une espèce de liaison triple avec 2 liaisons plus grandes au en haut et en bas et puis une liaison plus courte au centre. Les liaisons, on a vraiment 6 électrons qui sont partagés ici sur cette zone-là. Donc au final, on vient rapprocher les 2 points pour la liaison triple, pour faire une liaison triple centrale qui ait la même distance partout. Généralement, quand on va monter des structures de Lewis, ces structures de Lewis vont respecter 3 règles de manière générale. La première est la plus importante, les 2 autres permettent de gagner un peu de temps sur le dessin. La première, c'est que 2 atomes identiques ne se lient pas ensemble à moins qu'il y ait aucune autre possibilité de dessiner la structure. Donc ça, c'est super important. Si j'ai pas d'autre possibilité, 2 atomes identiques ne veulent pas se relier. L'exception notable, c'est le carbone. Le carbone, lui, c'est un atome qui se relie facilement au final avec 2 atomes de carbone pour faire des longues chaînes. Donc ça, c'est la seule exception, c'est le carbone. Tous les autres atomes, à moins que j'aie aucune autre possibilité, ne veulent pas faire des liaisons entre 2 mêmes atomes. De manière générale, si on a des atomes d'oxygène et d'hydrogène, les liaisons OH sont très fréquentes. Si je dessine O et H, je vais souvent au final avoir ce bloc-là si j'ai des atomes d'oxygène et d'hydrogène sur ma structure. De manière générale, on va voir que les atomes les plus électronégatifs, donc ceux qui ont un nombre qui est relativement grand en termes d'électronégativité, vont plutôt se situer à l'extérieur de la structure moléculaire plutôt qu'à l'intérieur. On pourrait retenir un peu les choses différemment. Si je dessine différents atomes, hydrogène, carbone, oxygène, l'atome qui risque d'être au centre de la structure, ben, ça va être l'atome de carbone.
puisqu'au final, il peut relier des choses dans chacune des 4 directions. L'hydrogène peut uniquement relier sur un des côtés, donc il va de toute manière être sur un des côtés de la molécule, sur l'extérieur. L'oxygène, ben, la même chose puisqu'il peut connecter uniquement d'un côté. Donc ici, l'atome central, si j'avais une structure avec des atomes d'hydrogène, carbone et oxygène, ça va être l'atome de carbone puisqu'il est central sur une molécule, il peut relier des atomes dans n'importe laquelle de ces directions. Maintenant, on va regarder comment on peut construire une molécule. Donc, il y a plusieurs manières de dessiner ces molécules. Le but, c'est de les construire par le maximum de liaisons. C'est une méthode parmi d'autres. Le but, c'est que les molécules à la fin soient dessinées juste, qu'importe si vous avez une autre méthode pour le faire. Je vais placer les différents atomes qui composent la structure et écrire pour chacun la notation de Lewis. Par rapport à ce que j'ai dit avant, ça vaut quand même la peine de réfléchir sur quels atomes je vais mettre au centre et sur l'extérieur en fonction du nombre d'électrons célibataires qu'ils ont sur leur notation de Lewis. Si je prends un exemple avec le méthanal, CH2O, on a dit que très vraisemblablement, au final, ce serait ce carbone-là qui serait central. Et puis les autres, ils vont être sur l'extérieur, donc je vais venir mettre ce carbone central, les deux hydrogènes sur l'extérieur avec l'oxygène. Je dessine les structures, les notations de Lewis de chacun de ces atomes. Donc l'atome de carbone, il a 4 électrons célibataires, l'atome d'hydrogène, 1 électron célibataire, et puis l'atome d'oxygène, 2 paires d'électrons non liants, et puis 2 électrons célibataires. À chaque fois, les électrons célibataires pour l'hydrogène et l'oxygène, je vais venir les mettre du côté du carbone, puisqu'au final, ils vont se relier sur le carbone. Donc là, j'ai mis mes hydrogènes sur l'extérieur. Mon carbone, il va avoir ses 4 électrons, et puis ça veut dire que les 2 électrons célibataires se situent sur l'oxygène du côté gauche, et puis en bas. Voilà, première étape faite. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de relier au final tous ces électrons célibataires de manière à ce qu'il y ait plus d'électrons célibataires sur la structure. Dernière étape qui est essentielle, ça va être de vérifier que chaque hydrogène respecte la règle du duet et que tous les autres atomes respectent la règle de l'octet. Et on va procéder au comptage. Pour procéder au comptage, chaque paire non liante va valoir 2 électrons, une paire liante simple vaut 2 électrons, une paire liante double en vaut 4, une paire liante triple en vaut 6. Donc si on regarde en termes d'électrons, sur la paire liante double, ici j'ai 4 électrons, ici j'ai une paire liante simple, 2 électrons, j'ai une paire liante simple, 2 électrons, j'ai une paire non liante, 2 électrons, une autre paire liante, 2 électrons. Maintenant, il n'y a pas besoin de faire ces carrés qui vont apparaître à l'écran, mais c'est juste pour compter et vérifier que chacun respecte la règle de l'octet. Si on regarde cet atome d'hydrogène, ici, il voit 2 électrons, il respecte la règle du duet. Donc lui, il respecte le duet. Même chose pour celui d'en bas, respecte le duet. L'atome central, le carbone, voit 2 électrons ici, 2 électrons là, 4 électrons là. Donc lui, il va respecter la règle de l'octet. Et puis l'atome d'oxygène en haut va aussi respecter la règle de l'octet. Il voit 4 électrons au centre, 2 électrons qui lui appartiennent, plus 2 électrons qui lui appartiennent, donc il respecte la règle de l'octet. Et cette vérification, elle est importante de vérifier que les structures soient justes. La même chose, c'est vérifier à la fin qu'on n'ait pas 2 atomes similaires qui sont reliés entre eux, si j'ai pas d'autre possibilité, de le faire.
OK, donc les règles vues précédemment, la structure globale doit tenir compte aussi de ces règles-là, à savoir que 2 atomes similaires ne sont pas reliés entre eux, exception avec le carbone ou exception si j'ai pas d'autres possibilités. Maintenant, si je dois dessiner l'acétate. L'acétate, c'est du CH3COO-, et puis on voit que l'acétate, c'est un anion, et puis on va devoir tenir compte de cette charge négative qu'on a ici. On va faire exactement la même chose. Donc je vais placer mes atomes, étape numéro 1 avec, leur notation de Lewis, et puis je vais venir faire une étape 1' supplémentaire qui me dit que pour chaque charge négative, j'ai le droit d'ajouter un électron quelque part sur ma structure. Si par hasard j'avais une charge positive, cette fois je viendrais supprimer un électron sur ma structure. Si on regarde cet électron, ben, on va venir le placer à l'endroit qui va être embêtant pour moi, c'est ici, j'ai un électron qui va rester célibataire quand je vais venir relier ma structure. Donc l'électron supplémentaire, on va venir le placer ici sur cet oxygène. Maintenant, je fais les mêmes étapes qu'avant, je relie et puis j'obtiens cette structure-là. Je vérifie mes règles de l'octet et du duet. Donc si on regarde, on a 2 électrons partout sur, chacune des barres, et puis si on regarde les différentes règles, cet atome d'hydrogène respecte la règle du duet, il respecte la règle du duet, il respecte la règle du duet. Celui-là, il voit 8 électrons, il respecte la règle de l'octet, ce carbone. L'autre carbone voit 4 électrons, 2 électrons, 2 électrons, il respecte la règle du duet. Lui voit l'oxygène du haut voit 4 électrons, 2 électrons, 2 électrons, respecte la règle du duet. L'atome d'oxygène du bas a 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons, respecte la règle de l'octet. Maintenant, cet acétate, j'ai 2 manières de l'écrire qui sont équivalentes. Soit on vient préciser le porteur de la charge moins, donc dire que c'est l'oxygène du bas qui est en train de porter la charge négative, ou soit je viens dire que quelque part sur ma structure, j'ai rajouté une charge négative et cette fois, je viens mettre mon cation entre parenthèses carrées avec la charge en haut pour dire que j'ai rajouté quelque part ma charge négative. Donc les couleurs, elles sont pas importantes, j'ai juste mis des couleurs pour comprendre au final où l'électron supplémentaire avait été rajouté. Vous pouvez dessiner au final l'acétate d'une manière ou d'une autre, ça revient strictement au même que vous choisissiez cette façon de faire ou cette façon de faire. Ce sont 2 notations qui sont, similaires et qui veulent dire exactement la même chose. Maintenant, si je dois dessiner le sulfate, donc l'ion sulfate, si on regarde, on va devoir mettre un atome de soufre et puis 4 atomes d'oxygène avec un total de charge de 2-. Donc ça veut dire que je vais pouvoir rajouter sur ma molécule 2 électrons à l'endroit qui sert. L'atome qui va être central, ça va être le soufre. Pourquoi le soufre il est central? Je ne peux pas mettre un atome d'oxygène au centre puisque je vais être obligé de faire des liaisons oxygène-oxygène si je mets un atome d'oxygène au centre. Donc ça oblige au final le soufre à être mis au centre de la molécule et entouré de 4 atomes d'oxygène. Maintenant, si je viens regarder où je vais placer ces 2 électrons supplémentaires, ben, les 2 électrons supplémentaires, ils vont être placés, on l'a vu apparaître, ils vont être placés ici et ici. Je relie et puis on va avoir au final, on pourrait dire une disparition. On a dû ici casser les paires non liantes pour le soufre de manière à pouvoir venir, relier sur les atomes, d'oxygène. Par contre, maintenant, on a un problème. Si on regarde
pour la règle de l'octet. La règle de l'octet, elle est respectée pour tous les atomes d'oxygène. Chacun a l'impression d'avoir 8 électrons. Par contre, on a un problème pour le soufre central, puisque le soufre central, lui, possède 4 électrons ici, 4 électrons là, 2 électrons ici et 2 électrons là. Donc ça veut dire que le soufre, en tout, voit 12 électrons, ce qui fait qu'il est bien loin de sa règle de l'octet et il a trop d'électrons de valence. Donc ici, on va avoir un problème avec le soufre, et puis il va falloir rétablir au final la structure et puis modifier cette structure de manière à ce qu'on arrive à descendre le soufre à 8 électrons de valence, de manière à ce qu'il respecte lui aussi la règle de l'octet. Il ne peut pas avoir plus de 8 électrons de valence. Donc, si on regarde, on va dessiner le sulfate SO4 2-. Ce sulfate, je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait au départ, mais cette fois, on va estimer que les atomes d'oxygène vont garder leurs 6 électrons. Donc, ils avaient 6 électrons au départ. Là, mon atome d'oxygène va garder ces 6 électrons. Et au final, c'est le soufre qui va se débarrasser d'électrons. Donc, il va se débarrasser de 2 électrons. Et puis, ces électrons, il va venir les céder à l'oxygène. Donc, il va les donner à l'oxygène. Ils ont disparu. Et puis, il va donner un électron à l'oxygène pour faire une liaison avec lui-même. Donc ici, maintenant, on va avoir, il y a cet électron ici et cet électron là, donc on va dessiner une liaison, et puis je vais venir dessiner une deuxième liaison ici. Maintenant, si j'efface et je le fais avec le document, j'ai ma charge de moins, j'ai un déplacement des électrons de valence du soufre, à chaque fois qu'il va du côté d'un oxygène et d'un autre oxygène, et puis on a ce déplacement au final des électrons. Donc le soufre donne un électron à l'oxygène pour faire une liaison avec lui-même. Maintenant, si je dessine ma structure, il y a deux manières de voir la chose. Soit je vais en mettre avec des charges, plus et moins, en disant que le soufre a perdu 2 électrons, donc il se retrouve avec 2 charges positives, comme en haut. Les atomes d'oxygène du haut et puis de droite ont gagné un électron, donc du coup ont une charge moins. Soit, deuxième manière de représenter, c'est ce que j'ai fait avec des flèches, qu'on appelle une liaison dative, qui est une plus vieille notation que la notation du haut, mais en général qui parle un peu plus. On vient mettre une flèche en disant que on a les 6 électrons. Ici, j'ai les 6 électrons de l'oxygène de base. Donc lui, il a gardé ces 6 électrons, mais par contre, les 2 électrons du soufre, maintenant, ils sont ici et ici. Donc, mon soufre a gardé un des 2 électrons et a donné l'autre électron à l'oxygène pour faire une liaison avec lui-même. Si on regarde maintenant la structure globale, le soufre voit 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons, donc il voit en global 8 électrons et respecte la règle de l'octet. Voilà, c'est le dernier type de liaison, c'est la liaison covalente de coordination. Cette fois, moi, je vais la représenter comme la structure du bas avec une flèche, et puis pas par des charges positives ou négatives comme on a vu en haut. Et puis ça correspond au final à un don d'électrons d'un atome en mettant des électrons à disposition pour un second atome et ainsi les relier l'un et l'autre, et ça permet de corriger 2 électrons de valence.